Dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir, nous parlons stratégie d'allocation d'actifs avec Alain Bocobza à mes côtés, le responsable monde de l'allocation d'actifs de Société Générale CIB. Bonsoir Alain. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là. C'est le message clé résumé en une phrase que vous délivrez à vos clients dans la perspective du 4e trimestre qui va bientôt démarrer. Toutes les routes de l'allocation d'actifs mènent aux États-Unis. C'est le titre de votre Outlook, comme on dit, Alain. Alors, je veux bien que vous nous expliquiez effectivement pourquoi il faut regarder avant tout les États-Unis, mais ça veut dire qu'en creux, toutes les routes qui mènent ailleurs qu'aux États-Unis se retrouvent aujourd'hui en partie bouchées, voire sont des impasses sur le plan de l'investissement et de l'allocation d'actifs. En Europe, on a une croissance très modeste, l'Allemagne étant un petit peu en dessous que modeste. Et donc pour les marchés d'actions, c'est difficile d'imaginer un grand cycle des profits après ce qu'on a déjà connu. Donc c'est plutôt des jeux de rotation sectorielle, thématique. Et comme l'inflation a du mal à vraiment baisser, elle est au premier semestre, mais là c'est un petit peu plus compliqué. Investir dans les obligations tout de suite, c'est aussi compliqué. Donc on a un territoire qui n'est pas interdit, il n'y a pas de grande crise a priori à anticiper, mais ce n'est pas un territoire extraordinairement attrayant, appétissant, sans être vraiment dangereux. Et puisque la Banque Centrale Européenne a décidé, heureusement, de s'arrêter relativement tôt sur son cycle de resserrement, ça soutient un peu moins l'euro, qui avait commencé à se redresser, mais il s'arrête de monter les taux d'intérêt Banque Centrale en même temps que la Banque américaine. Donc le territoire européen, il subit ce qu'on appelle, dans un terme qui n'est pas très joli, la stagflation. Donc c'est stagnation économique sans catastrophe. Il y a des facteurs de rappel, avec une inflation qui reste un peu gluante. C'est ni très bon pour les actions, ni très bon pour les obligations, et pas nécessairement génial pour l'euro. Compris. Donc ça, c'est pour le chemin qui mène à l'Europe. Vous dites que c'est pas un chemin très appétissant aujourd'hui, malgré toujours quand même une décote en matière de valorisation sur les actifs européens, à commencer par les actions. Vous dites que c'est pas le moment où la valeur va forcément déclencher un appétit particulier des investisseurs mondiaux. Des indices. Pas au niveau des indices généraux comme le stock 600 ou le stock 50. C'est plutôt d'aller chercher des thématiques d'investissement. Ça peut être des investissements verts, ça peut être des thématiques de plus long terme. Mais au niveau de l'indice lui-même, c'est compliqué d'imaginer des progressions particulièrement importantes d'un côté comme de l'autre à brève échéance. Qu'est-ce qu'on peut dire de la route ou des routes qui mènent vers les émergents et donc vers la Chine, Alain ? La Chine, avant la pandémie, donc avant 2019, faisait du 6 à 7% de croissance. La moitié de cela était lié au secteur de la construction, qui est énorme, une trentaine de pourcents du PIB, qui est étale. Aujourd'hui, on parle plus de restructuration de la dette qui a été émise pour financer tous ces gratte-ciel que personne n'habite. Donc là, il y a une séquence pour la Chine qui est très restructuration financière, c'est de la dette qui est locale, achetée par des autochtones, qui n'est pas du tout disséminée comme les subprimes avaient pu l'être en leur temps. Donc il n'y a pas de risque systémique attaché à ça autour, c'est important dans les risques généraux dans les plateformes d'investissement, mais n'empêche que la croissance, elle sera peut-être de 3,5, 4 l'an prochain, on vient de 6 ou 7, et il n'y a pas d'espoir de redémarrage important de cette croissance économique à brève échéance parce qu'ils ont un objectif prioritaire de restructurer cette dette. Donc là, il y a des assouplissements monétaires, des baisses de taux, donc c'est plutôt bon pour les obligations d'État chinoises. Le marché des actions, il peut rebondir en fonction des petits plans de stimulus par-ci par-là, retomber derrière, mais a priori, c'est pas un grand mouvement. Donc dans le pôle émergent, on va plutôt voir à l'extérieur de la Chine, ça peut être en Inde, ça peut être en Corée, ça peut être un peu en Amérique latine aussi, qui bénéficie d'un meilleur contrôle de l'inflation et d'ouverture sur des baisses de taux des banques centrales. Donc on va redéployer à l'intérieur du pôle émergent qui depuis 2015 était très chinois. On va redéployer le capital à l'intérieur des émergents, mais à l'extérieur de la Chine, suivant les différentes classes d'actifs qu'on peut trouver.
Bon, s'il n'y a pas de grands mouvements à attendre côté européen, du point de vue des marchés, côté chinois, avec une répartition un peu différente dans la poche émergente, comme vous dites, Alain, eh bien, on regarde donc les États-Unis, c'est le sujet de la discussion. Comment on regarde les États-Unis aujourd'hui, d'un point de vue de l'allocataire d'actifs que vous êtes? Qu'est-ce qui intéresse? Où est-ce qu'on a envie d'être investi aux États-Unis? Et quel est le rationnel de l'investisseur qui doit se tourner vers les États-Unis aujourd'hui? Il y a une extrême focalisation de l'attention sur le resserrement monétaire. On était à taux 0, on est à taux 5. Et avec une anticipation qui, pour l'instant, ne se déroule pas d'une entrée rapide, profonde, en récession. Là où il y a une autre variable qui en parallèle a bougé, donc resserrement monétaire, restriction des conditions monétaires et distribution du crédit, en parallèle, la politique fiscale, qui est du côté de président Biden et de Madame Yellen, a été largement assouplie. On est maintenant sur des rythmes de déficit budgétaire largement supérieurs à ceux qu'on avait l'an dernier. Aucune de ces 2 années ne sont des années de crise. Et pourtant, ils sont sur des rythmes. En fin d'année, s'ils devaient continuer les rythmes actuels, on serait peut-être à 7 ou 8% de déficit budgétaire. Et quand on fait des déficits, qu'on dépense beaucoup tels qu'ils le font, une partie c'est de l'infrastructure, une partie c'est les investissements de subventions pour construire du renouvelable. Donc il y a des bonnes idées, mais c'est de la dépense publique. Ça fait de la croissance économique. Donc ça se retrouve dans les résultats publiés par les entreprises cotées en bourse, qui se retrouvent dans des dividendes, qui se retrouvent dans des rachats d'actions. Et ça explique quelque part le différentiel de performance qu'on a eu, mais qu'on peut continuer d'avoir, entre les actions américaines, les actions européennes et les actions chinoises. Ouais. Maintenant, si on fait du multi-actif, à partir du moment où il y a un peu plus de croissance, ou beaucoup plus de croissance, et des injections publiques, ça veut dire que l'inflation peut arrêter de baisser. Parce que sur le premier semestre, on a eu un élément très vertueux pour l'ensemble des marchés, avec des bonnes surprises sur la délivrance des marchés d'actions et ce qui était la baisse des chiffres d'inflation sur les points hauts d'octobre dernier, avec un prix du baril qui réagit à cette croissance américaine, qui réagit aussi à la rupture sur l'offre, puisque l'Arabie saoudite a officialisé qu'ils continuaient, voire qu'ils accentuaient la réduction de l'offre, à un moment où la demande est plutôt bonne. Ça provoque des chiffres sur le pétrole. C'est un actif sur lequel on pense qu'il faut être aussi sur les secteurs liés dans les marchés actions. Mais ça provoque peut-être un petit peu plus d'inflation sur la fin d'année. C'est pas nécessairement très bon pour les obligations américaines. Je comprends. Donc c'est plutôt actions américaines qui vous intéressent aujourd'hui. Et si on se dit que la baisse des taux d'intérêt attendue quelque part en 2024 peut être décalée dans le temps, s'il y a un peu plus de croissance, on est à 15 mois de l'élection présidentielle américaine de novembre 2024, il n'est peut-être pas idiot complètement de faire un lien entre des dépenses fiscales aujourd'hui qui provoquent de la croissance avant une élection, et ça peut durer encore un petit peu. Donc c'est le dollar qui en bénéficie. Ouais. Et les anticipations généralisées, c'était que l'euro se raffermirait avec le resserrement monétaire de la BCE, avec un arrêt de la hausse des taux de la Fed, le dollar pourrait s'affaiblir. Ouais. C'était les positions qu'on avait en début d'été sur le marché. C'est ça. Et donc le dollar ne monte pas vraiment, mais il ne baisse pas par rapport aux attentes. Et en un débouclement des positions, donc de se dire que le dollar peut baisser à court terme dans les mois qui viennent, à baisser, voire baisser sensiblement, pour nous, c'est plutôt une erreur. Je comprends. Donc on peut acheter des actions américaines sans trop se couvrir contre le dollar aujourd'hui. Sans se couvrir pour l'instant, oui. La question, alors vous parliez de l'ampleur des déficits historiques aux États-Unis en période de non-récession, Alain. Dans quelle mesure c'est un sujet qui va nous accompagner? Est-ce que ça devient un sujet structurel? Est-ce que ça veut dire que le Treasury américain a peut-être perdu un peu de sa valeur d'actif sans risque, d'actif refuge ultime? C'est pas passé inaperçu. Il y a quelques agences de notation qui ont remis le nez sur la question de la soutenabilité des finances publiques américaines. Alors quand on dit soutenabilité des finances publiques, c'est toujours sur des trajectoires à plusieurs années. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé peut-être de ce point de vue-là? Ou comment est-ce que vous revoyez la question des finances publiques revenir sur le devant de la scène pour les investisseurs? C'est peut-être d'ailleurs un sujet de 2024 et pas forcément de fin d'année, mais c'est quelque chose qu'on a quand même mis sous cloche depuis 3 bonnes années maintenant. Il y a 2 questions en une. Un peu partout dans les pays développés, les déficits publics restent importants.
Ils le sont beaucoup plus aux États-Unis que ce qu'on peut voir en Europe. Mais un peu partout, depuis 2020, il y a des injections publiques très importantes. Heureusement, quand on était en pandémie, ça dégrade, ça force à des émissions d'obligations d'État par les États, ça renforce la dette publique. Et il y a donc l'été dernier, les États-Unis se sont fait dégrader par une des grandes agences de notation. Ils ont perdu le AAA, c'est parfaitement justifié, il n'y avait rien d'étonnant à ça. Ça a été une révolution sur place en disant « mais qu'est-ce que vous nous faites à notre AAA ?» Mais c'était en gros sur la gouvernance, quand on voit la difficulté à trouver des équilibres sur les budgets aux États-Unis et à Washington, c'est aussi la gouvernance qui pose problème, c'est pas que les dépenses. C'était le même argument de S&P il y a 10 ans. Exactement. Donc là, c'est pas anormal, il reste encore avec un très très bon credit rating. Le deuxième élément, c'est si on devait développer quelque part dans 2024, parce que là, s'il doit y avoir une décélération des États-Unis, c'est plutôt quelque part en 2024 que sur l'exercice 2023. Les actions sont en train de saluer, américaines, sont en train de ça, et quelque part les actions européennes, dans un contexte conjoncturel compliqué, elles n'ont pas baissé. Non. L'indice n'a pas bougé, donc c'est une résistance qui vient aussi. Les grandes entreprises européennes ont des gros contenants d'activité aux États-Unis. Donc le deuxième élément, c'est comment on trouve, s'il doit y avoir un ralentissement, est-ce que vous le jouez par les obligations ou par le dollar? Et donc là, le dollar tient, il ne tiendra pas demain. D'accord. Il ne tiendra pas demain. C'est donc par quel biais vous allez transformer ce côté plus négatif qui va se dérouler quelque part en 2024, et les obligations seront peut-être moins inquiétantes, parce que si vous êtes face à un ralentissement économique qui finira par arriver, à 4,5%, je suis acheteur d'obligations américaines. On comprend. Vous voyez, donc dans un portefeuille multi-actif, vous avez des actions, des obligations d'État, des obligations privées, peut-être des actifs alternatifs, des matières premières ou autres. À la veille d'un ralentissement économique qui n'est pas pour tout de suite, vous achetez des obligations, parce que les taux, ils sont bien remontés. Donc, dans un portefeuille équilibré, c'est ça qui permet d'avoir des actions, qu'on soit un particulier, bien sûr, un patrimoine ou un institutionnel. On peut aujourd'hui protéger une position action significative avec des obligations, parce qu'en cas de coup de grisou et de volatilité sur les actions, les taux des obligations baisseront et vous gagnerez de l'argent sur vos obligations. Oui, très clair. Mais vous dites, attention, il faut bien respecter quand même le jeu des séquences. Il ne faut pas se positionner trop vite, trop tôt pour ce ralentissement américain qui finira peut-être par arriver à un moment au cours de 2024. C'est une certitude. Oui. Donc là, il n'y a pas à côté. Mais ce n'est pas le timing. Le timing est important quand même dans ces affaires-là. Il y a le timing et la quantité. Parce que tant que la politique fiscale reste franchement expansionniste, c'est plus le débat en franglais entre hard landing et soft landing, donc un ralentissement marqué ou un ralentissement modeste. Le débat en ce moment, il est devenu entre soft landing et no landing, c'est-à-dire si on continue d'injecter à cette allure-là, le no recession... Il n'y a plus d'atterrissage, quoi. Pour l'instant. Oui, le monde peut changer, bien sûr. Mais c'est la politique fiscale, quelque part, qui va nous donner un go, et donc c'est ce qu'on observe de très très près en ce moment. Et pour l'instant, quand on voit Mme Yellen qui est revenue du G20 en Inde avec un message particulièrement confortable sur l'observation qu'elle a de l'économie américaine, elle sait très bien ce qu'elle fait. C'est elle qui dirige la politique fiscale, c'est la grande argentière des États-Unis pour le président Biden. Ils sont à 15 mois d'une élection, ils sont du même bord politique, ils savent très bien ce qu'ils font. Donc c'est là où on a passé, je pense, dans les échanges que vous avez, qu'on a un grand bonheur à écouter et à partager, on a beaucoup focalisé en temps de parole sur la politique monétaire, et est-ce que la prochaine fois c'est 25 ou c'est pas 25, et le QT, le QE, on a beaucoup focalisé sur la technicalité et les enjeux de la politique monétaire. Là, il faut rééquilibrer. La politique monétaire, ça se calme. A priori, au moins pour un moment, ils ont arrêté de monter les taux. Ils vont exécuter la réduction du bilan, qui est bien préannoncée à des vitesses relativement modestes. Il faut focaliser aussi maintenant sur la politique fiscale. Merci beaucoup Alain, merci d'être venu nous éclairer sur la stratégie d'allocation d'actifs que vous recommandez pour vos clients dans la perspective du 4e trimestre. Alain Bokobza qui était avec nous, l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir, responsable monde de l'allocation d'actifs de Société Générale CIB.